M. Koudé qui m'a invité, qui a eu la gentillesse de m'inviter à cette conférence, et la problématique de la réconciliation nationale et du pardon dans les sociétés post-conflictuelles, le cas de la République d'Haïti. Alors, en ce qui concerne Haïti, pour faire bref, il y a quelques dates repères, quelques dates symboliques à comprendre. 1492, la découverte de Christophe Colomb, découverte entre guillemets, parce que pour les Haïtiens, ce n'est pas une découverte, c'est même une initiation à la prédation, puisqu'il y avait une statue de Colomb de 1986, on l'a jeté à la mer pour témoigner la contestation de cette aventure. 1804, la proclamation de l'indépendance. 1915-1934, l'intervention des troupes américaines dans le cadre de la politique du beau bâton instaurée par Roosevelt de l'Amérique aux Américains. 1986, l'ouverture à l'expression du pluralisme politique. Alors, quand on parle d'Haïti, et le thème cet après-midi, réconciliation nationale et pardon. Pourquoi ces deux thèmes se sont imposés à la société haïtienne comme mode de régulation des conflits? Il faut le souligner d'abord. La violence politique, c'est une donnée constante de l'environnement politique en Haïti, puisque l'acte fondateur d'Haïti en 1803, la bataille de Vertières, qui fut le résultat de la défaite des troupes de Napoléon, est coextensif à la violence politique. Puis, durant le XIXe siècle, les bouleversements politiques qui ont scandé la construction, entre guillemets, de cette communauté politique ont privilégié les insurrections armées, les jacqueries, les coups d'État. Et lorsque ces différents gouvernements dont la légitimité est discutable sont au pouvoir, ils procèdent aux arrestations, aux persécutions de leurs prédécesseurs, pérennisant ainsi des pratiques d'impunité et de violence d'État. Et cette instabilité connaît un intermède en 1870 avec deux partis politiques, le Parti national et le Parti libéral. 1915 qui constitue une date importante pour Haïti, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les Américains ont fermé une parenthèse dans la mesure où on prenait le pouvoir en Haïti à travers des insurrections armées et avec l'intervention des Américains et que les Haïtiens ne pourront plus prendre le pouvoir à partir des insurrections des paysans, mais plutôt par des élections. On verra par la suite comment aussi cette emprise américaine elle est forte en Haïti. Et puis, quand on parle de conflit en Haïti, puisqu'il faut le rappeler, en Haïti n'a pas de conflit entre tribus, ce n'est pas un pays où il y a des partitions entre le nord et le sud, il n'y a pas de ressources pétrolières dont se dispute une partie des Haïtiens. Donc quand on parle de conflit en Haïti, ça se résume aux luttes pour le pouvoir. Et la date qui peut nous intéresser cet après-midi, c'est parti de 1980, le processus de démocratisation engagé depuis les années 80, ouvre les brèches des aspirations populaires aux biens sociaux, et puis à partir de 1986, qui consacre le départ du Duvalier du pouvoir, on va avoir des élections en Haïti. Et ces élections vont se traduire aussi par des tensions et l'expression aussi des privations, parce que c'est un pays où il y a les inégalités les plus criantes. Haïti va donc avoir un haut niveau de polarisation et le caractère conflictuel du climat politique, la lutte pour la survie, la rareté des besoins primaires, l'explosion démographique, autant d'éléments qui vont constituer des poches de tension. Et que l'introduction de la réconciliation nationale dans le champ politique en Haïti prend sa source notamment dans l'histoire politique de la démocratie. Elle permet de comprendre aussi les origines de la réconciliation nationale et du pardon. Alors notre période d'observation cet après-midi va se limiter entre 1986-91, mais j'insisterai davantage sur 1994. Pourquoi 1994? Parce que 1994 consacre le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Jean-Bertrand Aristide, c'est un ancien prêtre de bidonville, apôtre de la théologie de la libération, pourfendeur des inégalités sociales, pourfendeur aussi du capitalisme américain, qui arrive au pouvoir et qui veut transformer la société haïtienne, du moins engager la distribution des richesses au profit des catégories les plus populaires. Sauf que son discours ne passe pas auprès des Américains, son discours ne passe pas non plus auprès de l'oligarchie, il ne passe pas non plus auprès de l'armée. Parce qu'il faut le rappeler, l'armée depuis 1915 reste l'allié conservatrice attachée à la protection des intérêts de l'oligarchie, attachée aussi à la protection des intérêts des Américains. Or, donc Aristide va arriver au pouvoir parce que le peuple l'a voulu, on l'a voté massivement en 1990, il est arrivé au pouvoir, 6 mois après, il est investi par l'armée, il s'est retrouvé en exil, d'abord au Caracas, puis aux États-Unis d'Amérique. Voilà, il va partir à la
reconquête du pouvoir en 1991 à 1994 aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est une situation tendue. En 1991-1994, l'armée prend le pouvoir, l'armée instaure des régimes civils militaires qui sont à sa solde, et finalement, Aristide va reconquérir le pouvoir grâce au soutien de Bill Clinton et également à la présence de 20 000 hommes américains débarqués en Haïti. Alors, et comment donc l'armée qui ne voulait pas le retour d'Aristide, comment cette cohabitation va se faire entre l'armée et le président haïtien? Donc, le retour du président Aristide a réveillé des sentiments de peur dans la classe politique pro-putschiste, c'est-à-dire pour l'armée, et pour l'armée, il y a eu des alliés par des moyens, il y a l'Église catholique, il y a l'oligarchie, il y a la classe commerçante, et également, il faut dire, les Américains qui soutiennent Aristide de bout de bras, mais qui sont obligés de partir à la reconquête du pouvoir par Aristide, parce qu'il faut le souligner, compte tenu de l'invasion des boat people haïtiens qui partent vers les côtes de Floride, et Haïti, il faut le rappeler, on est à 90 km de Floride, qu'il y a eu des élections américaines et que la question haïtienne va s'intégrer comme étant une question nationale dans le débat électoral aux États-Unis. Donc Bill Clinton va donc concéder cette décision et envisager malgré lui le retour de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Alors Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir, donc Bill Clinton va proposer la réconciliation nationale, et que la réconciliation nationale va donc être acceptée au détriment des poursuites judiciaires. C'est-à-dire, on ne va plus poursuivre les militaires, on va donc même engager en leur faveur une sorte d'amnistie. Et finalement, on renonce aux poursuites judiciaires, comme je le disais. Alors, l'amnistie, elle soulève des ambiguïtés. La première ambiguïté, parce que ce texte d'amnistie qui date de... Oui, tout à l'heure, je vous dirai, qui va être promulgué par la loi en Haïti, en même temps voté par le Parlement. Alors, première chose, ce texte, je cite, écarte les auteurs et complices du coup d'État de toute sanction pénale. Il permet également aux justiciables de porter plainte aux tribunaux. Deuxième élément de ce texte, la loi d'amnistie, elle a consacré l'impunité comme forme de prolongement des acquis du coup d'État, que la mise à l'écart de la population et la protection des intérêts de la classe dominante. Alors, on peut voir que l'amnistie peut être considérée comme une entreprise de légitimation de la violence militaire et aussi l'articulation hégémonique des États-Unis d'Amérique. Et déployant un éventail plus large de solutions entre lesquelles l'administration Clinton était appelée à choisir, l'amnistie a même concédé par le conseiller spécial sur Haïti du président Clinton et Zolo, qui souhaite la protection de l'élite haïtienne tout en évitant l'effondrement des institutions politiques et économiques. C'est dans ce sens que l'idée de clémence soutenue par un esprit d'équilibre trouve un cadre plus ou moins normatif à travers l'accord signé entre Aristide et les parlementaires le 25 février 1992. Donc, Aristide adhère à l'amnistie malgré lui. Il accompagne ce choix d'un recours systématique. Et il disait, je cite, « Nous avons discuté pendant 5 heures à Washington sur ce seul point. Les représentants des parlementaires voulaient voir stipulé dans l'accord que le général Cédras bénéficierait de l'amnistie générale pour le reste de l'armée, ce que je ne pouvais en aucun cas accepter. » Alors ça, c'est tout au début des hésitations d'Aristide pour voir comment les Américains vont donc le pousser à adhérer à cette amnistie. Puis, par la suite, on va voir la position des acteurs haïtiens, c'est-à-dire Cédras, le général qui a donc participé au coup d'État et qui accepte donc la reconquête du pouvoir par Aristide, puis les États-Unis d'Amérique. On voit bien toute la divergence de ce qu'on peut appeler des points nodo-hégémoniques, c'est-à-dire des points de participation et de réconciliation, mais en même temps où l'idée de justice est présente, mais elle rencontre des dimensions de contestation, d'antagonisme autour de ces deux points. Et Aristide disait oui à la réconciliation, non à la vengeance, oui à la justice. Et au fur et à mesure, on va bien voir que ça va être très difficile finalement pour ce président de rester sur cette position, puisque la commission vérité qu'on va créer, elle a un caractère exceptionnel, puisque cette commission de vérité est l'aboutissement, on peut dire, du résultat de l'abandon de toute mesure de revanche
revendiquée par les différentes organisations de la société civile. Et Aristide lui-même disait, je cite, « Nous allons préparer le café de la réconciliation dans le filtre de la justice pour qu'on n'y retrouve ni marre de violence, ni marre de vengeance. » Fin de citation. Et deuxième élément, c'est que le terme réconciliation, c'est d'abord une idée américaine, une idée de la politique de Bill Clinton, une idée qu'il arrive à imposer comme un des dispositifs de sortie de la violence articulé par Washington. Le président américain, dans ses principales interventions, s'est toujours référé aux vertus de la réconciliation nationale. Alors, je cite l'une de ces citations de Bill Clinton, « Plus que jamais, je pousse le peuple haïtien à vivre ensemble dans un esprit de réconciliation et de la paix, l'esprit si localement développé par le président Aristide lui-même. Et comme il l'a dit, je cite toujours le président Clinton, il n'y aurait ni vengeance, ni violence, ni représailles, c'est un temps de paix. Et c'est pourquoi les États-Unis et ses partenaires de la coalition travaillent en ce sens. Et je suis certain que cet esprit continuera de prévoir quand la force multinationale retournera les responsabilités aux Nations Unies. Donc on voit bien, c'est donc un projet nord-américain d'imposer cette commission de vérité et de réconciliation en Haïti. Et que dans ses efforts de problématisation, le président Clinton souhaite que le président haïtien s'inspire même du modèle de justice traditionnelle de l'Afrique du Sud. Il va même conseiller le président Aristide à rencontrer Nelson Mandela. Et je cite, « Je suis personnellement reconnaissant envers le président Mandela d'avoir cherché du temps, malgré son horaire incroyablement chargé, à voir le président Aristide. Et la plus importante chose que l'Afrique du Sud puisse faire pour Haïti a été accomplie par le président Mandela en venant aux États-Unis en ce moment historique, expliquait Bill Clinton. » Donc on voit bien toute la fabrication de la commission Vérité et Justice, c'est une fabrication de l'extérieur, et que même c'est vrai, la commission créée le 17 décembre 1994 par arrêté présidentiel a fait un travail remarquable, mais on voit bien que cette commission fermera les portes à toute poursuite judiciaire, ce qui nous amène à indiquer comme hypothèse qu'il y a même une banalisation de l'expression publique de la souffrance, et que cette commission soulève des critiques. La première critique, c'est que c'est certes la volonté du président Aristide de susciter la confiance des citoyens dans la justice, mais on voit bien que le président Aristide est bien limité dans ses marges de manœuvre. D'autres reproches aussi au président Aristide d'avoir soutenu du bout des lèvres la commission pour ensuite la miner de l'intérieur et finalement ignorer le maigre rapport dont l'aspect très volumineux provient essentiellement de la vaste compilation réalisée en annexe sur des données de deuxième lieu. Donc certains critiquent cette commission qui n'a pas fait un travail d'évaluation assez intéressant, mais de notre côté, c'est que le pays a aussi de son côté va essayer de récupérer les gains politiques de la création de cette commission et intervient auprès des Haïtiens pour qu'ils portent plainte. Donc on voit bien, malgré le caractère pédagogique d'Aristide autour de la commission, mais les décisions de justice se brisent contre les pesanteurs de l'appareil judiciaire haïtien. Et le cas le plus classique est celui de la convocation des responsables du Front pour l'avancement de la démocratie. C'est une milice qui a été créée par l'armée. Et cette milice est saisie par des citoyens. Il y a eu même 2 mandats de comparution et même un mandat d'arrêt à l'encontre du responsable du FRAP, mais ces 2 mandats n'ont jamais eu de suite. D'ailleurs, face à cette impuissance, le juge chargé du dossier évoque l'hypothèse d'un jugement par contumace. Et finalement, il a dû se rendre compte que le responsable du FRAP jouit d'une impunité totale et qu'il est inatteignable. Donc ce qui peut nous amener à poser une deuxième observation, les appuis d'une politique de justice et de sanction, c'est-à-dire on a l'impression que les victimes sont culpabilisées de notre côté. On pourrait appeler la culpabilisation de la souffrance des victimes, puisque je pourrais même vous citer, par exemple, le porte-parole de l'ambassade américaine en Haïti, Stanley Schwager, qui a indiqué, je cite, « Nous avons fourni au gouvernement haïtien une liste de suggestions concernant comment utiliser les documents que nous avons livrés pour pister à la recherche des membres du FRAP. » Je cite le porte-parole américain, « Nous aimerions qu'ils soient utilisés dans la recherche d'une justice équitable pour exercer des représailles. » Alors il faut souligner que l'ambassade américaine avait en main une documentation de 160 000 pages
où l'on retrouve tous les noms de tous ceux qui ont participé aux tortures des Haïtiens qui luttaient contre l'armée. Et ces violations des droits de l'homme sont protégées par les États-Unis d'Amérique. Donc, on voit bien, s'il faut reprendre l'observation de Sandrine Lefranc, la politologue qui a écrit Politique de pardon, dans le cas ici, on voit bien que la justice transitionnelle est une justice de contournement de la justice. Et que finalement, on peut assister à une reformulation des modalités de conservation des logiques de puissance à travers la création de cette commission de vérité. Donc, pour en dire long, pour terminer de conférence, on peut souligner que cette justice traditionnelle, en ce qui concerne Haïti, a connu un échec plus ou moins mitigé, mais cet échec, on peut dire, il faudrait la relativiser, puisqu'on voit bien que la construction de la démocratie en Haïti à partir de 1994 va donc s'inspirer des diverses modalités de mise en place de justice traditionnelle pour renforcer le processus de démocratisation. Par exemple, le Conseil national de gouvernement, certes, ça continue avec le régime dictatorial, mais on a pu avoir le jugement de certains tortionnaires, ne serait-ce que sous forme de bouc émissaire. Donc on a jugé 2 ou 3 personnalités qui ont participé au meeting du régime Duvalier. Et puis le retour de Jean-Claude Duvalier en Haïti en 2011, et les victimes de la dictature vont porter plainte. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier n'a jamais passé 5 minutes en prison. C'est qu'il est mort, il est décédé, et qu'il y a encore une frustration au niveau des justiciables, au niveau de ceux qui ont été torturés par le régime. Et qu'on peut dire aussi que d'autres régimes se sont inspirés de cette politique transitionnelle pour essayer d'irriguer la démocratie en haïtienne. Par exemple, la Valas s'en est inspirée, mais cette justice traditionnelle laisse au fur et à mesure place à ce qu'on peut appeler la justice sociale. Par exemple, le dialogue qui est un outil de la promotion de la réconciliation nationale avec René Préval 2016-2011. Et puis il y a une bataille aussi qui s'inscrit dans le champ politique haïtien de 2010 à 2019. On peut appeler une bataille contre l'impunité. Et puis, il faut tenir compte finalement de ce qu'on peut appeler, après André Corten, l'éruption de la politique de la souffrance qui s'inscrit de plus en plus comme un thème majeur et qui accompagne la réconciliation nationale. Et puis je termine par là en soulignant que les concepts en Haïti, réconciliation nationale, amnistie, pardon, revêtent différentes significations, mais très souvent on voit bien qu'il s'agit d'une réconciliation forcée, imposée aux acteurs locaux, ou d'une réconciliation diluée dans des stratégies de captation du pouvoir, où la réconciliation signifie manipulation, falsification, dissimulation, restauration en même temps de ce qui existait avant le conflit. Et par la suite, je termine en disant que la demande de justice exprimée au nom de l'éruption de la souffrance partagée nourrit donc son corollaire, la demande de justice sociale. En ce sens, les droits de l'homme renouvellent ainsi la démocratie, et le modèle démocratique se défait, pour reprendre une expression de Marcel Gauchet, se défait en progressant. Je vous remercie. Pour ce topo très dense, synthétique, montrant la complexité de la relation de la justice transitionnelle imposée du milieu extérieur et ce processus démocratique, sachant qu'il y a peut-être dans cette justice, peut-être un contournement provisoire de la justice officielle au regard des critères de la bonne justice, et en même temps peut-être préalable et nécessaire pour la construction d'un autre monde dans la réconciliation nationale. Je vais passer la parole maintenant à un autre intervenant.